Salut, c'est NicoFam avec le balado Fascinante Techno, où je rencontre des chercheurs qui changent le monde. Si je vous dis qu'on se sert d'hologrammes pour pratiquer des chirurgies, que les jeux vidéo influencent les applications mobiles les plus populaires et qu'entre la fourchette de plastique ou de bambou, la plus écolo est pas toujours celle qu'on pense. Et il y a même Farah Alibé qui partage avec nous ses secrets de l'espace. Fascinante Techno est un contenu publicitaire de l'École de technologie supérieure à écouter sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le mercredi 15 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci de nous retrouver encore ce matin pour commencer cette nouvelle journée. Avec moi en studio pour vous accompagner, Julie-Jasmine, Olivier et Véronique. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, Véronique, c'est encore assez doux ce matin quand on sort. Et franchement, ce début d'automne, cette première moitié d'automne, on peut dire qu'effectivement, on a ressenti un peu plus de chaleur qu'à la normale. Hein? Et ressenti justifié, disons-le comme ça, début d'automne du 1er septembre jusqu'à la mi-octobre. Ouais. On est 2 degrés au-dessus de la normale dans la grande région de Montréal, mais c'est le cas un peu partout au Québec. Donc, des températures qui ont été nettement, même largement au-dessus des normales de saison. La deuxième moitié sera clémente aussi, mais un petit peu moins marquée que la première. De fait que lorsqu'on est de retour aux valeurs de saison, comme on le sera dans les prochains jours, ça peut nous faire un petit contraste un peu plus marqué. Ouais, j'ai l'impression que le choc va peut-être être un petit peu plus brutal quand ça va se mettre à... il est ce matin. Oui. Il y a un petit vent, hein? Oui, c'est ça. Mais c'est encore pas si pire. J'ai pas mis de gros manteau en sortant de la maison. J'ai quand même le 15 octobre. Mi-octobre, puis on n'a pas encore de gros manteaux. C'est ça. Parfait, on vous retrouve avec les prévisions de la météo en détail tout à l'heure. Le temps de me tourner vers Julie-Jasmine qui sera de retour pour les actualités culturelles à la fin de l'émission. Et vous n'allez pas voler un sujet quand même à Olivier, mais il sera question de quand la culture rencontre le sport. Exactement. Cette espèce d'alignement culturel ou sportif. Alors, c'est Éléonore Lagacé hier qui a chanté les hymnes nationaux pour évidemment ce premier match du Canadien à domicile. Harmonie d'un soir au Centre Bell. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurs glorieux, car ton Elle n'était pas toute seule là, au milieu de la glace. Là. Il y avait beaucoup de partisans, bien sûr, mais 3 autres voix féminines qui l'accompagnaient. Alors, et moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de cœur là-dedans. On la sentait très présente. Puis elle nous avait mis un peu la puce à l'oreille quand même là, via ses réseaux sociaux quelques heures auparavant. Mais c'était vraiment c'était très porteur. En tout cas, ça fait mouche à la maison. À la Casa Boudreau, ça marchait. Revenons-y tout à l'heure. Et tiens, parlons-en du match comme tel. Et Suzuki l'emporte. Hudson avec un pivot. Hudson, une autre feinte. Derrière à Caulfield. Suzuki, Hudson, Caulfield. J'ai l'impression qu'on va en entendre pas mal parler, Olivier, cette année. Victoire du Canadien en prolongation hier dans ce match d'ouverture à domicile. Déjà, j'aimerais débuter en disant que je suis très généreux, donc le Canadien ne m'appartient pas. Le Canadien, c'est l'équipe de tous les Québécois. Oui. Et donc, c'était correct. Je suis prêt à faire garde partagée le matin pour parler du Canadien. J'en ai aucun problème. C'est bon. Surtout quand ils offrent un beau spectacle comme celui qu'ils ont offert hier dans cette rentrée montréalaise. Une victoire de 5-4. Le but que vous avez entendu, c'est celui en prolongation, marqué par Cole Caulfield. Son deuxième du match, son troisième de la saison. Il a enfilé l'aiguille. L'espace, c'était minime dans le haut du filet, mais il a battu Joey Daccord pour signer cette victoire, une victoire importante dans un match qui a été très enlevant, il faut le dire, pour une soirée au Centre Bell. Ça a bien débuté avec les cérémonies, effectivement, avec cette commémoration aussi de Ken Dryden, grande carrière. Ken Dryden qui est décédé tout récemment. On a tenu donc à marquer le coup. Et puis par la suite, ça s'est enflammé
lors de ce match contre le Kraken de Seattle, qui a été coriace, qui ont même pris les devants en troisième période, 4-3, avant qu'Ivan Demidov y aille ici aussi d'une belle manœuvre pour faire égalité 4-4 et forcer cette prolongation. Donc, troisième victoire consécutive pour le Canadien. Martin Saint-Louis, après la rencontre, a parlé d'un temps d'arrêt qu'il a pris en prolongation et qui a permis justement peut-être à ses joueurs de reprendre de l'énergie, de reprendre leur souffle, mais aussi de peut-être aller coordonner un but, celui de la victoire. Et il a surtout parlé du travail de Cole Caulfield, qui hier a été très bon. Encore une fois, le premier trio a été très bon, mais Cole Caulfield a fait mouche 2 fois. Donc, voici Martin Saint-Louis. Qu'est-ce que j'adore de Cole, c'est qu'il est capable d'absorber, d'évoluer, s'adapter. C'est un joueur complet présentement, Cole. Puis c'est pas un gros joueur, mais il joue pas petit. Je suis fier de le joueur de hockey qui est là présentement. T'sais. C'est sûr qu'on aime qu'il marque des buts, mais je suis vraiment fier du joueur de hockey qui devient. Là. Et donc, prochain match, ce sera toujours au Centre Bell. Ce sera demain contre les Prédateurs de Nashville. Puis aujourd'hui, peut-être pour les célébrations, on ira tirer le portrait de toute cette équipe, ces photos d'équipe aujourd'hui au Centre Bell. Et ce sera avec des sourires plus faciles à tirer, peut-être, pour le photographe. C'est ça. T'es pas obligé de dire cheese. Non. Ça va peut-être venir plus facilement le sourire, effectivement. Un peu moins de buts, pas mal moins de buts, en fait, dans ce match au soccer entre le Canada et la Colombie. Un match beaucoup plus serré. On est dans ces matchs préparatoires en vue de la Coupe du monde qui aura lieu à l'année prochaine au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Hier, c'était contre la Colombie, 13e puissance mondiale quand même. Et le Canada est allé soutirer un 0-0 sur la route. Il jouait au New Jersey devant une foule qui était majoritairement pour la Colombie. Et justement, dans ce match où il y a eu peu d'occasions de marquer, peut-être jusqu'en fin de match, le Canada est allé chercher ce match nul après cette défaite contre l'Australie au Stade Saputo. Donc, le Canada terminera son année avec 2 matchs en novembre contre l'Équateur et le Venezuela. Mais après le match hier, Jesse Marsh a souligné le courage et surtout la confiance de l'équipe qui, effectivement, le montre de très belles choses contre des adversaires de premier plan. Donc ça, c'est de bon augure pour la Coupe du monde qui s'en viendra l'année prochaine. Un match nul aux allures de victoire dans ce cas-là. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Alors, allons-y avec les prévisions de la météo en détail pour la journée d'aujourd'hui. Bien, justement, on glisse vers du temps un petit peu plus frisquet. Donc, vous aviez raison avec votre impression ce matin. C'est pas si mal parce qu'il fait 11. Ça va se rafraîchir, quoi? Bien, ça va pas monter beaucoup. OK. Alors, on va rester à peu près stationné autour de ça, 9 à 12 degrés, peut-être jusqu'à 14, là, dépendamment des secteurs, mais 3 journées un petit peu plus fraîches. Puis, il y aura remonté pour la fin de semaine encore du 17-18 degrés. C'est encore possible. Mais d'ici là, c'est un ciel qui sera plutôt variable dans l'ensemble, mais disons que ça peut s'ennuager ce matin, se redégager un peu plus tard en cours de journée. Les vents seront présents. Nord-ouest, on a du 20-40 km à l'heure. La nuit prochaine, des possibilités de gel, des températures qui varieront entre 2 et -1. Et demain, jeudi, ainsi que vendredi, ce sera 2 belles journées ensoleillées. Alors, soleil dominant, température fraîche, nuit sous la barre du 5, journée tout près de celle du 10 ou un peu plus. C'est ce qu'on retient jusqu'à l'arrivée de la fin de semaine. Et on parlait d'un système qui pourrait nous arroser. Deuxième portion de week-end, c'est pas avant. Donc, la journée de samedi, dans l'ensemble, serait sans embûche sur le sud du Québec. Dans l'est du Québec, ça va être un petit peu plus nuageux au cours des prochains jours. Donc, nuageux, éclairci, probabilité d'averse 30-40 % aujourd'hui pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Les températures 8-9 degrés, sans plus 10 du côté de l'Abitibi, avec une tendance au dégagement ce matin. En territoire ontarien, assez variable sur la portion nord, tendance au dégagement du côté de Toronto. Ça se dégagera cet après-midi seulement dans la région de Windsor. Il peut y avoir encore quelques petites averses ce matin. Sur la portion sud, en fait, sur tout le territoire, les températures varient entre 13 et 15 degrés. Un petit peu plus élevé du côté de Windsor. Ça pourrait aller jusqu'à 17. Secteur d'Ottawa, c'est en mélange soleil-nuage pour aujourd'hui. À Vancouver, c'est toujours du beau temps. La quinzaine de degrés. Très beau aussi Edmonton, Calgary, 13, 14. Et c'est plus frais lorsqu'on arrive sur le sud de la Saskatchewan, sud du Manitoba. Surtout couvert, quelques petites averses ici et là. On aura des éclaircies peut-être là, cet après-midi du côté de Winnipeg. 9 à 11 degrés dans l'ensemble. C'est ce qui se passe du côté de l'ouest canadien. Alors ce matin, retenez, les températures en ce moment tournent autour de 10-12 degrés. Les vents du nord sont un peu plus vifs et ça ne montera pas beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée.
À la une des différents médias ce matin, commençons par une nouvelle qui est tombée quelque part en soirée hier. C'est finalement un gouvernement progressiste conservateur majoritaire dirigé par Tony Wakeham qui a été élu, porté au pouvoir à Terre-Neuve et Labrador. Les libéraux sont délogés après une décennie au pouvoir dans la province. Vous pourrez lire cet article sur le site de Radio-Canada. Et ça pose des questions quant à cette entente au sujet de Churchill Falls, la production d'électricité de Churchill Falls au Labrador. Les libéraux avaient fait donc campagne beaucoup, en misant beaucoup sur cet accord signé avec le Québec qui pourrait enrichir les finances publiques de la province de 225 milliards de dollars sur 50 ans. Et dans son entrevue de discours, pas dans son entrevue, mais dans son discours de victoire, le nouveau premier ministre, donc désigné de Terre-Neuve et Labrador, est beaucoup plus sceptique quant à cet accord. Il y aura probablement des réactions à venir aujourd'hui, notamment de la part du gouvernement québécois. Sinon, toujours en une du Radio-Canada.ca, mise à pied de fonctionnaires terribles, dit le sous-ministre de l'Environnement, un haut fonctionnaire donc qui a appliqué à contre-cœur la commande politique de couper dans les effectifs. C'est Thomas Gerbet qui a obtenu donc un enregistrement où on entend un haut fonctionnaire dire qu'il trouve ça absolument terrible de devoir donc appliquer cette commande de réduire le nombre ou de mettre des employés à pied au sein de son ministère. Et justement, parlant de fonction publique, le Journal de Montréal titre « Le Québec bat un record avec 80 000 fonctionnaires, 17 % d'augmentation avec la coalition Avenir Québec ». Et c'est malgré, évidemment, cette nouvelle qu'on apprenait hier en fin de journée de la Société de l'assurance automobile du Québec qui doit abolir une centaine de postes, dont des employés en contact direct avec la population. On lit aussi dans le Journal de Montréal de mystérieuses tomates près du fleuve, des centaines de plants qui sont apparus sur les rives asséchées du Saint-Laurent au sud de Montréal. Plusieurs centaines de plants de tomates qui ont poussé donc sur le lit du fleuve Saint-Laurent, un phénomène mystérieux provoqué par la baisse du niveau de l'eau qui intrigue bien des experts. Donc, détail à lire dans le Journal de Montréal de ce matin. Dans la presse, on titre « Le Québec champion des plans d'intervention ». Un élève sur 4 a un plan d'intervention au Québec. Au secondaire, c'est 1 sur 3. Plus de mesures d'aide aux élèves impliquent plus de travail pour les enseignants qui se demandent de plus en plus si cette approche est la bonne. Est-ce que le Québec fait plus ou trop de plans d'intervention? Selon le psychologue et spécialiste de la réussite scolaire qui est cité dans un article dans le dossier de Léa Carrier, journaliste à la presse, il est plus que temps de réviser la politique de l'adaptation scolaire qui a été adoptée en 1999. Détail donc à lire en une de la presse de ce matin. Et dans la presse affaires, on est en pleine campagne électorale municipale au Québec. Si vous voulez avoir une idée de l'état des finances de votre municipalité, il y a un palmarès, donc les villes qui dépensent le plus, les villes qui sont les plus endettées. C'est dans la section affaires de la presse que vous pourrez lire ça. Maintenant, allons dans le Devoir et c'est le cas aussi dans plusieurs quotidiens de ce matin. Il est question et on revient sur la situation au Proche-Orient entre Gaza et Israël. Donc, des bulldozers, c'est ce qu'on voit sur la photo en une du Devoir, qui ont été déployés dans la municipalité de Gaza, qui ont commencé à nettoyer les décombres, alors que le mouvement islamiste a remis à la Croix-Rouge 4 nouvelles dépouilles d'otages qui a permis en soirée d'ouvrir davantage d'aide, d'envoyer davantage d'aide humanitaire à Gaza. Et le Devoir parle également de la drôle de guerre de Trump contre la pauvreté. Le populiste, écrit le Devoir, cherche à faire disparaître l'insécurité alimentaire croissante dans son pays en occultant les statistiques qui la mesurent. Essentiellement, ce qu'on lit dans le Devoir, c'est qu'il y a quelques jours, le gouvernement de Donald Trump a en effet annoncé qu'il avait mis fin à une campagne annuelle visant à recueillir des données sur le nombre d'Américains forcés à composer avec l'insécurité alimentaire. Des données importantes, évidemment, pour savoir quel genre d'aide ces gens-là ont besoin. Et sinon, dans le Globe and Mail de ce matin, on revient aussi sur le Hamas, donc qui a transféré ou qui a remis les dépouilles d'otages à Israël, alors qu'Israël menaçait de couper ou de réduire l'aide humanitaire envoyée dans le territoire. Et le Globe and Mail nous apprend que un homme qui est accusé d'avoir foncé sur une foule pendant une attaque, pendant une fête philippine, c'était à Vancouver, en avril, donc, faisant donc 26 morts,
il n'aurait pas dû, en fait, se retrouver derrière le volant. Il avait foncé avec son véhicule sur cette foule. Il aurait dû être hospitalisé. Il y a toutes sortes de mécanismes qui semblent ne pas avoir fonctionné. Et le Globe and Mail revient là-dessus ce matin. Alors, le président américain Donald Trump est-il en train de gagner le pari qu'il a fait en imposant des droits de douane? Donc, on va y revenir parce qu'il y a des nouvelles dans le milieu de l'automobile qui démontrent en tout cas qu'il y a un fabricant d'automobiles, Stellantis, qui veut construire davantage aux États-Unis. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Donc, Stellantis a annoncé vouloir investir 13 milliards de dollars dans les 4 prochaines années aux États-Unis. Une annonce majeure pour le constructeur automobile. Puis, il y a certaines inquiétudes au pays, mais revenons sur cette annonce comme telle d'abord. Oui, effectivement. Donc, selon la société, c'est l'investissement le plus important de la société, de l'entreprise en territoire américain. Pardon, avec cet investissement de 13 milliards, donc Stellantis qui prévoit lancer 5 nouveaux véhicules, créer 5 000 nouveaux emplois dans les usines de l'Illinois, de l'Ohio, du Michigan et augmenter, Mathieu, sa production de 50 % chez nos voisins du Sud. Le constructeur automobile qui a également fait savoir hier, qui a indiqué que la future génération de Jeep Compass, là, qui était assemblée ici au pays, au Canada, en Ontario, sera dorénavant fabriqué chez nos voisins du Sud, c'est-à-dire aux États-Unis. Oui, donc on peut comprendre qu'il y a de l'inquiétude au sein de l'industrie automobile au Canada. Oui, même si le constructeur automobile, hier, là, vraiment a tenté de se faire rassurant. Donc, Stellantis, le constructeur automobile, qui a indiqué qu'il allait ajouter une 3e équipe à son usine d'assemblage de Windsor, là, en Ontario, pour répondre à la demande qui est croissante, mais également qui a annoncé qu'il y aurait des projets pour l'usine de Brampton, toujours en Ontario, qui vont bientôt être dévoilés. Alors, malgré tout ça, ces deux annonces, ça suscite ici au pays, on peut le comprendre, des craintes. Le syndicat Unifor, qui représente les travailleurs de l'industrie automobile, redoute que l'industrie au pays ici ne fasse les frais de cet investissement aux États-Unis. Et pour le syndicat, cet investissement de 13 milliards de dollars, Mathieu, ça découle directement, dans le fond, des tarifs douaniers qui ont été imposés par l'administration Trump. Le syndicat qui demande aux différents niveaux de gouvernement d'agir pour protéger les investissements dans le secteur automobile au pays. On pense entre autres à ces investissements qui sont prévus à l'usine de Brampton en Ontario, mais également pour protéger tous les emplois de l'industrie là, au Canada. Oui, c'est ça. Et Stellantis, c'est un joueur majeur. Là, vous le disiez, Jeep, Chrysler, Dodge, je pense à ces marques-là. C'est Stellantis qui les fabrique. Le premier ministre Mark Carney a réagi et il promet justement d'agir. Oui, il a réagi par voie de communiqué. Ce qu'a dit le premier ministre, il affirme qu'Ottawa sera toujours là pour soutenir les travailleurs de l'industrie automobile canadienne. Mark Carney qui a aussi dit qu'Ottawa, en collaboration avec le gouvernement ontarien, le gouvernement de Doug Ford, et le syndicat allaient mettre en place des mesures pour protéger les travailleurs de Stellantis et pour créer de nouvelles occasions pour eux, tant à Brampton qu'ailleurs dans la région, mais on n'a pas plus de détails. Il faudra voir si le premier ministre va en parler aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en février dernier, Stellantis avait suspendu temporairement les activités de son usine à Brampton, en Ontario, et tout ça, ça faisait suite là, à l'annonce, à l'entrée en vigueur, en fait, des tarifs de 25 % sur les produits canadiens là, importés aux États-Unis. Là. Certainement d'autres réactions à venir aujourd'hui de cette nouvelle donc sur Stellantis. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio et on va revenir donc sur ce premier match du Canadien parce qu'on avait confié hier les hymnes nationaux à la chanteuse Éléonore Lagacé. Éléonore Lagacé, 27 ans. Elle a été aidée de 3 autres voix féminines avec un sourire bien fendu. Et je dirais que c'est pas simple sortir quand même un peu du cadre sans dénaturer. Il y en a qui se sont déjà cassés la margoulette. Mais ça peut mal virer. Ça peut mal aller. Mais pas Éléonore Lagacé. Oh, Canada,
allant jusqu'à faire embarquer la foule, interpeller la foule quand même en plein hymne national. Absolument. Et les commentaires sur la toile ont été très élogieux. Et moi, je le disais un petit peu plus tôt, ça a très bien fonctionné à la maison. Alors, puis, Éléonore Lagacé, c'est la grande gagnante de Zénith en 2023. Il faut dire aussi que son papa est professeur au Conservatoire de musique de Montréal. C'est lui qui a réalisé les arrangements que vous avez entendus, donc les harmonies. Et aussi, sa maman, c'est Nathalie Choquette, soprano. Et c'est un fort joli coup de pub, disons-le, parce que c'est elle qui portera le rôle titre de Peter Pan dans l'adaptation québécoise qui sera présentée à partir du mois de décembre à l'espace Saint-Denis. Et je trouve ça génial quand le Canadien met de l'avant la culture québécoise. Il l'avait fait l'an passé avec un espèce de discours un peu patriotique. C'est Luc Picard qui avait porté ça aussi quand Ginette Renault vient durant les séries éliminatoires chanter. Oui, on a fait place à certains moments aussi à l'orchestre métropolitain, l'orchestre symphonique avec des musiciens sur la glace. Donc, effectivement, on tente un peu de se renouveler dans quelque chose qui est très, très traditionnel. Et protocolaire. Alors là, on l'a très bien fait. Alors voilà pour Éléonore Lagacé hier au Centre Bell. Bravo. 2 Canadiens en demi-finale du concours de piano Chopin. Oui, ça se passe à Varsovie, en Pologne. Et sur les 20 finalistes, il y a 2 Canadiens. Éric Guo, 23 ans, de Calgary. Et ce que vous entendez, c'est sa prestation d'hier durant la demi-finale. Et ça, c'est diffusé sur la chaîne YouTube du concours. Et c'est tellement impressionnant, Mathieu. On les voit en coulisses, on les voit un petit peu nerveux. Ils sont appelés à leur piano. Puis là, ça dure à peu près une 50aine de minutes. Et l'autre Canadien, c'est Kevin Chen. Il a 20 ans. Il vient de Toronto. Lui, sa participation à la demi-finale, c'est demain. Alors, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et à l'issue de tout ça, là, il y aura la grande finale qui est prévue les 18 et 20 octobre. Et je dirais que ce concours-là, c'est une véritable lampe de rancement. C'est un concours qui est bien sûr très prestigieux, mais qui est destiné aux 16 à 30 ans, qui revient à tous les 5 ans et qui existe depuis 1927. Et c'est de ce même concours qu'on a révélé, en fait, Charles-Richard Hamelin, qui avait remporté la 2e position en 2015. Et aussi, il y a Bruce Liu, qui est devenu le tout premier Canadien à remporter la première place du concours. Ça, c'était en 2021. Alors, ce concours Chopin, là, c'est vraiment pas anodin dans une carrière. Non, évidemment. Puis quand même, beaucoup de Canadiens qui se sont illustrés dans ce concours au cours des dernières années. C'est intéressant sur YouTube, si on voit les coulisses avant d'entrer sur scène et tout. Hier, j'ai commencé à regarder ça et j'ai passé beaucoup de temps. Des fois, quand on tombe comme ça, on n'est plus capable de s'en sortir. En terminant, tout indique qu'il y a bel et bien une romance entre Katy Perry et l'ancien premier ministre canadien Justin Trudeau. Ah là, je vous entends à la maison nous dire, bon là, c'est pas de la grande culture avec un grand C, mais on est dans la catégorie du divertissement. Et ça fait vendre de la copie, disons-le, parce que c'est ça, l'ancien premier ministre et la chanteuse pop. On les avait vus au resto ensemble en juillet. Il avait assisté à son concert. Cette fin de semaine, si vous avez été sur le web, vous avez bien vu ces images sur un yacht qui était très, très bien enlacé. Mais c'est surtout lundi soir. Katy Perry est en spectacle sur scène à Londres et il y a un fan qui l'a demandé en mariage. Il lui a dit, veux-tu m'épouser? Elle a dit, j'aurais aimé ça que tu me le demandes il y a 48 heures. Ah bon? Et moi, c'est pas étonnant. Je craque toujours pour les Anglais, mais plus maintenant. Bon. Alors, voilà. OK. Alors, à lire et à suivre l'idylle entre Katy Perry, ou pas, et Justin Trudeau. Merci, Julie Jasmine. Salut. Merci à vous d'être à l'écoute. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Salut, c'est Nico Fam avec le balado Fascinante Techno, où je rencontre des chercheurs qui changent le monde. Si je vous dis qu'on se sert d'hologrammes pour pratiquer des chirurgies, que les jeux vidéo influencent les applications mobiles les plus populaires et qu'entre la fourchette de plastique ou de bambou, la plus écolo est pas toujours celle qu'on pense. Et il y a même Farah Alibé qui partage avec nous ses secrets de l'espace. Fascinante Techno est un contenu publicitaire de l'École de technologie supérieure à écouter sur Radio-Canada Audio.